Bonjour à tous, bonjour et merci à tous, merci à nos participants, merci à nos invités, merci à vous, notre auditoire en ligne, vous qui êtes encore une fois nombreux présents à suivre ce cycle de webinaires. Alors, l'IRTS Île-de-France Montrouge, Neuilly-sur-Marne et le média social ont le plaisir de vous accueillir aujourd'hui, 19 janvier 2021, pour ce 4e et dernier rendez-vous de la série de webinaires consacrés à la relation qu'entretient le travail social avec les usages et les technologies numériques. Alors, nous sommes ici, Anne Simoneau et moi-même, présents au Centre de ressources documentaires de l'IRTS à Montrouge. Je vais avoir le plaisir d'animer ces échanges passionnants aujourd'hui. Je suis donc Clément Bosquet, directeur de l'IRTS Île-de-France Montrouge, Neuilly-sur-Marne, pour le site de Montrouge en particulier. Et avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Anne Simoneau, journaliste au Média Social Emploi. Merci, bonjour Anne. Nous avons parlé lors des précédentes séances des bouleversements plus ou moins spectaculaires qu'entraînent les outils numériques dans les pratiques d'accompagnement, dans les organisations du secteur social. On a évoqué les inégalités profondes, derrière la progression toujours plus grande de l'équipement. On a parlé des inquiétudes dues aux usages parfois compulsifs, parfois intrusifs, à la gestion des données, etc. Et puis, on a évoqué l'enthousiasme dû aux nouveaux liens que ces outils permettent pour mieux communiquer, pour mieux travailler et libérer des énergies précieuses. Alors ce soir, avant d'introduire nos participants, un petit rappel peut-être des questions que nous allons nous poser avec vous et que nous allons donc, que je vous présente. Voilà, quel est peut-être d'abord le souhaitable? C'est-à-dire, que voulons-nous? Qu'est-ce que veut le travail social? Il y a des acteurs gouvernementaux. Nous avons la chance d'en avoir deux au moins parmi nous aujourd'hui. Des acteurs gouvernementaux développent des stratégies, des financements sont prévus. Il y a un certain nombre d'actions qui sont initiées à l'échelle nationale et locale des collectivités. Comment les comprendre et comment s'en saisir? Et puis peut-être sur un deuxième axe, pour y arriver, de quelles compétences, de quel savoir-faire et savoir-être les travailleurs sociaux doivent se doter pour être acteurs de leur devenir dans cet environnement où le numérique prend une place de plus en plus grande, et finalement, de quelle culture numérique voulons-nous? Merci Clément, et merci à l'IRTS Île-de-France d'avoir associé le média social et le média social emploi à cette série de webinaires. Et puis surtout, merci beaucoup à vous toutes et tous qui êtes derrière vos écrans. Je sais que vous êtes très nombreux pour suivre ce dernier rendez-vous. Et ça a été le cas à l'occasion des précédents. Les 4 webinaires ont remporté un vif succès, ce qui déjà nous fait très plaisir, mais qui montre surtout, s'il en était besoin, que la question est au cœur des préoccupations des professionnels de l'action sociale, et encore plus depuis le début de la crise sanitaire et sociale actuelle. D'ailleurs, en parallèle de ces 4 webinaires, l'IRTS et le média social ont proposé un questionnaire en ligne aux travailleurs sociaux qui souhaitaient y répondre et dont nous allons vous présenter les principaux résultats tout à l'heure. Pour l'instant, il est temps de donner la parole à nos 3 intervenants, que je remercie aussi beaucoup d'avoir accepté notre invitation et que je vais vous présenter. Alors, comme c'est l'usage, dans l'ordre inverse de leur passage. Donc, je vais commencer par Pierre-Louis Rolle. Il va parler en dernier. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit signe de la main pour qu'on vous identifie bien à l'écran? Voilà, Pierre-Louis Rolle. Vous êtes donc directeur des 2 programmes Inclusion numérique et Nouveaux lieux, nouveaux liens de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, l'ANCT. Et à ce titre, vous êtes notamment à la manœuvre en ce qui concerne les moyens qui peuvent être alloués aux travailleurs sociaux pour mieux se former au numérique. Vous nous en direz plus tout à l'heure. Juste avant vous, c'est Jacques-François Marchandise qui va pouvoir s'exprimer. Voilà, donc vous êtes délégué général, mais aussi directeur de la recherche et de la prospective et cofondateur de la Fondation Internet Nouvelle Génération, la FING, qui est une association qui explore depuis une vingtaine d'années de nouvelles pistes pour le numérique. Enfin, c'est Dominique Pont qui va pouvoir s'exprimer dans quelques instants. Donc Dominique Pont, vous êtes là, voilà.
Vous êtes directeur général de la clinique Pasteur de Toulouse, qui, erreur de ma part, est une des plus grosses de France, mais vous êtes surtout, en ce qui nous concerne, le responsable de la délégation du numérique en santé au ministère des Solidarités et de la Santé. Et par ailleurs, vous développez depuis plusieurs années une vision très humaniste de la place du numérique dans nos vies. Donc, Dominique Pon, je vais commencer par une question assez simple. À partir de votre expérience et de votre action au ministère, comment est-ce que vous jugez que la stratégie numérique peut se mettre au service du travail social? Alors, bonjour à tous, une petite précaution oratoire. Hein. Je suis pas du tout issu du secteur du travail social, donc très humblement, ce que je vous propose, c'est de témoigner d'une expérience que je vis actuellement au ministère de la Santé pour conduire une politique publique autour de la transformation numérique du secteur de la santé. Le point de départ, c'est d'abord dire qui je suis. Je suis un petit gars de province, hein. Je suis un mec très humble, voilà. Et il se trouve que j'avais jamais été dans les ministères. Je connaissais pas les politiques, je connaissais pas les fonctionnaires, les technocrates, et j'étais appelé comme personne de terrain pour faire un espèce de mi-temps pour piloter une stratégie gouvernementale sur le numérique en santé, tout en dirigeant un établissement de santé. Et au départ, c'est un peu comme un voyage à l'étranger. Vous voyez, vous trouvez tout le monde sympa, mais vous n'avez pas la même langue et les mêmes coutumes. Puis après, on s'habitue, quoi, on est adopté, quoi, en quelque sorte. Donc, l'idée générale je dis pas que j'ai raison, donc prenez pas mon enthousiasme pour de l'arrogance ou de la prétention, mais j'ai défendu avec conviction ce à quoi je crois depuis toujours, depuis que je suis enfant, et notamment autour d'une certaine vision de la société. Et profondément, je crois que le numérique, aujourd'hui, c'est l'imprimerie de notre époque. C'est une technologie aussi déterminante que l'imprimerie. Et au XVIIIe siècle, on s'est saisi de l'imprimerie en Europe et en France pour l'essor de l'humanisme du siècle des Lumières et tout ça. Et aujourd'hui, le numérique, c'est piloté et dirigé par une vision libérale, libertaire à l'américaine ou autocratique à la chinoise. Mais nous, les Européens, on tergiverse, quoi. On réfléchit, on intellectualise, mais on propose rien de concret, donc on construit pas notre propre modèle humaniste du numérique. Et ça, je vous avoue que voilà, c'est ça qui me fait râler, quoi. On intellectualise, on tchatche, mais on fait pas. Donc, ce que j'ai proposé au ministère de la Santé, au gouvernement en matière de numérique en santé, c'est d'assumer un constat d'échec depuis 20 ans sur les politiques du numérique en santé en France. Concrètement, avec beaucoup d'argent public, avec beaucoup d'initiatives partout sur le numérique en santé, on n'a rien de cohérent. Les logiciels communiquent pas entre eux. Dans les parcours de soins des gens, il y a des ruptures partout parce que les logiciels communiquent pas entre eux, entre la ville et l'hôpital et la maison de retraite. C'est un bazar, mais incroyable. Et pire que ça, au-delà des parcours de soins des professionnels de santé qui n'arrivent pas à communiquer entre eux, nous, les citoyens français, on n'a que dalle. On n'a toujours pas nos données de santé. On n'a toujours pas de service numérique de santé proposé qui soit digne de ce nom, garanti par les pouvoirs publics. En termes d'éthique, on n'a rien. C'est le tiers-monde. Donc, ce que j'ai proposé, c'est de dire, de toute façon, il n'y aura pas d'homme ou de femme providentielle en France qui va résoudre tous nos problèmes. La seule solution, c'est d'avancer collectivement, ce qui est le plus dur en France, avancer collectivement. Professionnels de santé, établissements de santé, industriels, pouvoirs publics, il faut qu'on avance ensemble. C'est la seule solution pour s'en sortir, c'est d'avancer collectivement. Et pour avancer collectivement, il faut partager des valeurs, il faut partager une vision. Les valeurs, moi, que j'ai proposé de porter collectivement, ensuite je suis allé défendre sur le terrain, j'en reparlerai, c'est une vision que j'assume être romantique du numérique en santé, un numérique humaniste qui soit souverain. Moi, j'ai pas envie qu'on finisse chez les GAFA, je le dis. Voilà, je crois à une souveraineté numérique, je pense qu'on y joue notre modèle de société. Un numérique qui soit citoyen, c'est-à-dire qu'au lieu d'imaginer que c'est fait que pour les professionnels de la profession, à la Godard, je dirais, ça doit être fait d'abord pour monsieur et madame tout le monde. C'est eux qui doivent reprendre le lead, c'est eux qui doivent reprendre le pouvoir. C'est le citoyen français à qui on doit proposer des outils qui doit revenir le boss. Donc, le numérique en santé, ça doit être orienté citoyen, mais pour lui, pour que lui-même ait accès comme outil d'émancipation citoyenne. Troisième sujet, un sujet d'éthique. Le numérique en Europe, en France, au-delà de la santé, à mon avis, dans tous les secteurs, notre cœur emblématique, ça doit être l'éthique. Et l'éthique, c'est pas que la sécurité, c'est plein de choses, l'éthique. Quand vous avez une infirmière qui est derrière son écran et qui tient plus la main de son patient et qui est plus dans l'empathie, c'est pas éthique. Donc, toutes ces questions-là, ça doit nous guider. Et là, on peut se faire aider par toutes les sciences molles. Et c'est ce que je fais.
des philosophes, des sociologues, des éthiciens qui doivent guider toutes nos prises de décision. Troisième truc qui me paraît important, c'est une vision commune. Et la vision, je l'assume. Hein. Je dis pas que j'ai raison, encore une fois, mais c'est ma conviction profonde. C'est qu'il faut que l'État reprenne son rôle. Voilà, il doit reprendre son rôle. Et pour que l'État reprenne son rôle, moi, la vision qu'on défend actuellement, c'est une vision où l'État, il doit pas faire les services à valeur ajoutée, où la créativité va plutôt se trouver sur le terrain, au contact de l'écosystème, nos startups, nos médecins, nos infirmières, nos établissements qui peuvent créer. Mais par contre, tout le monde doit se baser sur des fondations communes proposées par l'État. En fait, la métaphore, c'est la métaphore d'une ville. Dans une ville, les pouvoirs publics, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le code d'urbanisme, ils délivrent les permis de construire, et ils supervisent les communs, la construction des communs, les routes, les ponts, le tout allez-vous, l'électricité, mais l'État s'amuse pas à construire toutes les maisons, tous les buildings. Et il laisse l'écosystème construire des maisons, mais selon le code d'urbanisme, en délivrant des permis de construire. Mais chaque promoteur va pas s'amuser à faire son réseau d'électricité ou sa route, son pont. Ben, depuis 20 ans, par absence de politique en France dans le numérique en santé, ça a été un bazar incroyable parce que les industriels font des routes et des ponts à le code d'urbanisme, mais l'État fait des buildings plein champ. Donc, c'est ça la logique. Et donc, par rapport à ça, progressivement, de façon hyper humble, pragmatique, en faisant le tour de France du numérique en santé, en n'étant jamais à Paris, que sur le terrain, qu'en construisant avec tous les acteurs de terrain, brique à brique, humblement, collectivement, on a construit toutes ces briques, ces routes et ces ponts numériques portés par l'État en disant à toutes les solutions logicielles de France, vous devez vous connecter sur cette route numérique, vous devez utiliser cet identifiant pour parler des patients de façon sécurisée, telle norme, tel principe, telle plateforme, telle messagerie sécurisée, tel dossier médical partagé. On vous propose cette plateforme, construisez dessus, appuyez-vous dessus, parce que c'est ensemble, et si on est tous cohérents, qu'on va proposer la meilleure valeur ajoutée pour les professionnels de santé et pour les citoyens. Et dans un cadre que scrupuleusement on respecte et qui est fixé par une vision éthique et humaniste du numérique. Dernier volet essentiel, c'est de croire aux citoyens, c'est de faire confiance aux gens. Moi, je travaille dans une clinique qui propose des services numériques à des patients de plus de 75 ans qui viennent du fin fond du Lot-et-Garonne ou de l'Ariège. C'est pas des bobos geeks parisiens. C'est des gens normaux. Ben, ces gens-là, ils sont totalement capables, s'ils se font aider, si on leur propose des solutions d'accompagnement numérique, et s'ils sont pas capables de le faire, de leur proposer des plans B. Mais il faut faire confiance aux gens. Et donc, à partir de cette idée-là, toute simple, au 1er janvier 2022, va être ouvert pour chaque citoyen français depuis sa naissance, ce qu'on appelle un espace numérique de santé, c'est-à-dire un outil, un espèce de coffre-fort numérique proposé par l'État, garanti par l'État, hébergé en France, dans lequel les citoyens français pourront, s'ils le décident, stocker leurs données de santé, et il n'y a que eux qui y accéderont, et s'ils veulent les partager avec un hôpital, un médecin, c'est eux les boss, c'est eux les patrons, c'est eux qui reprennent le pouvoir sur leurs données. Et au-delà de ça, on leur proposera comme une espèce de, vous savez, les informaticiens ils disent des stores, mais en gros c'est quoi? C'est des catalogues d'applications numériques proposés par nos startups, par nos hôpitaux, par nos médecins, par nos industriels, etc. Mais labellisés, garantis, référencés par l'État. Et pour que les citoyens puissent ne pas avoir à chercher que sur Google dans l'espèce de jungle Internet pour trouver ce qui peut être utile pour eux. Mais cette déclinaison dans le secteur sanitaire, on a dit dans le secteur médico-social qui était le parent pauvre en fait de la santé en France, clairement, il y a eu très peu d'investissements. On a dit est-ce qu'on peut faire la même chose? Eh ben, on a eu la chance d'être soutenu par le gouvernement avec un très gros budget, c'est inédit en France, de 600 millions d'euros pour proposer ça pour l'équipement dans le secteur médico-social. Et là, en plus de tout ce que je vous ai dit, puisque pour moi, le schéma se réplique de la même façon, avec les mêmes valeurs, la même vision. En fait, en plus de ça, et ça c'est plus adapté à la culture du médico-social, la gouvernance est inversée. C'est-à-dire ceux qui définissent la feuille de route précise, c'est des gens de terrain. Et nous, les pouvoirs publics, on est à leur service pour soutenir la feuille de route qu'ils ont posée. Voilà en quelques mots, j'espère pas avoir été trop long et trop pénible. En gros, les orientations. Dernière chose, c'est que je peux vous dire un truc, c'est que par rapport à la feuille de route qu'on a proposée il y a 2 ans, avec 30 actions hyper concrètes, avec un calendrier qui s'étale jusqu'à 2022, on n'est pas en retard de 1 semaine par rapport au calendrier de départ. Donc moi, je supporterai plus, maintenant que je suis du côté aussi les fonctionnaires, d'entendre dire qu'ils foutent rien. Voilà, ça avance, ça bosse énormément. On est dans le match, on est dans le calendrier prévu. Et en fait, ce qui nous anime, c'est qu'on croit qu'on défend un idéal. Et c'est pour ça qu'on est
comme disent mes enfants, méga déter, quoi. Hashtag méga déter. Voilà, déterminé. Merci à tous. Merci beaucoup. Vous n'avez pas déplacé du tout. Vous n'êtes même pas 10 minutes. Donc, c'est bien. Ça nous laisse un petit peu de temps pour rebondir un peu sur ce que vous avez dit. Par rapport aux crédits qui ont été alloués au médico-social plus particulièrement, puisque c'est plus que le sanitaire, le médico-social est le plus proche du travail social. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les principales orientations en 2 minutes, même pas, 1 minute 30? En 2 minutes, on a dit, voilà, on a réussi c'est un secteur qui a été très peu financé pour sa transformation numérique, hein. Et on a dit, ce qu'on vous propose, c'est sur les principes dont je vous ai parlé, qu'on a mis en place dans le secteur sanitaire, des hôpitaux et de la ville, hein. On a dit aux acteurs de terrain du médico-social, est-ce que vous êtes d'accord pour nous dire quelle feuille de route on doit mettre en place? Donc, on les a réunis dans le cadre d'une sorte de grand conseil du numérique en santé. On leur a dit, sur ces valeurs-là, sur cette vision-là, qu'est-ce que vous nous proposez? Ils nous ont écrit une feuille de route de à peu près 25 actions. On l'a défendue ensuite au gouvernement, l'a défendue au ministère. Le ministère a dit banco si c'est porté par les acteurs de terrain. À partir de là, ils nous ont dit 600 millions. On vous donne 600 millions. Et qu'est-ce qu'on a demandé à faire les acteurs? Des choses assez simples. Aidez-nous à nous soutenir dans un travail collectif, par regroupement, avoir des ressources humaines compétentes, des RH, des informaticiens communs, et aidez-nous à nous équiper tout bêtement en plateforme Internet, en connexion Internet, en serveur et en dossier d'usager informatisé. Ils nous ont dit prioriser ça dans les 3 prochaines années. C'est ce qu'on a fait. D'accord, merci beaucoup. Et on va enchaîner tout de suite avec Jacques-François Marchandise. Et en fait, toute cette question de l'équipement et des moyens, de l'adaptation des moyens du numérique aux professionnels, que ce soit dans le sanitaire, le médico-social ou le travail social, c'est fondamental. Vous, au sein de la FING, vous avez une approche très prospective, donc très ouverte sur toutes ces questions. Je vais vous laisser présenter votre action, mais juste en 2 mots très rapides, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu pourquoi vous êtes dans une sorte d'atelier? Le bricolage qui se passe autour de vous? Bien sûr, non, tout simplement parce que la FING, on est une association qui échange avec beaucoup d'autres acteurs, qui a tout un écosystème de gens avec qui on travaille. Comme aujourd'hui je suis à Nantes, je suis accueilli par l'association Ping, qui est une association extrêmement vigoureuse en matière de médiation numérique, de Fab Lab, etc. Et donc je suis dans leur atelier partagé dans le quartier du Breil à Nantes et dans un espace où on est plutôt côté fabrication, découpe laser, etc. Mais dans la pièce juste à côté de moi, il y a 2 personnes d'une association qui vient chaque semaine dans les locaux des ateliers partagés pour accompagner des personnes qui ont besoin d'un coup de main numérique. C'est le nom de l'association. Il s'agit de coup de main. Et précisément avec des publics qui viennent avec toutes sortes de demandes, pour certains d'entre eux munis de leur premier chèque haptique, donc quand ils en ont déjà, et donc j'allais dire au plus près du terrain, mais c'est tout à fait fortuit. Il se trouve que c'était le meilleur endroit où je pouvais être accueilli à Nantes aujourd'hui pour être connecté avec vous. Bon, merci pour ces précisions. Vous pouvez reprendre le fil de votre propos initialement. Merci, mais ça fait partie du sujet, en effet, c'est-à-dire que la FING, je vais vous présenter en 2 mots la FING et d'où je parle à l'intérieur de ça. Donc, pour ma part, je suis philosophe de formation. J'ai commencé ma carrière il y a bien longtemps en montant des projets, des entreprises en matière de logiciels, en matière de services numériques, en matière d'édition littéraire ou encore de pas mal d'autres choses. Et puis, j'ai progressivement travaillé un peu plus près des stratégies publiques. Et en fait, quand il y a 21 ans, avec Daniel Kaplan, nous avons fondé la FING, c'était après avoir connu les aventures du Minitel et les débuts de l'Internet, parce qu'on savait qu'on ne savait pas. On savait qu'on allait avoir devant nous beaucoup de transformations numériques dont nous connaissions assez bien le devenir technique, ce qu'il y a dans du côté des télécoms, de l'informatique, etc., était à peu près lisible à 10 ans d'avance. En revanche, ce qui allait se jouer dans la société, l'économie, sur le territoire et sur beaucoup d'aspects dont Dominique vient de parler, c'était la totale inconnue pour nous tous, et on a eu l'impression qu'il y avait besoin d'un espace de réflexion collective et de prospective.
initiative. Donc, on a embarqué avec nous beaucoup d'associations qui existaient, des entreprises, des chercheurs, quelques acteurs institutionnels, en disant investiguons, réfléchissons ensemble sur tout un ensemble de sujets. À cette époque-là, il y a 20 ans, on avait déjà une posture assez réflexive sur ce qu'on appelait à l'époque la fracture numérique. On pensait déjà que ce terme était assez obsolète, puisqu'il supposait qu'il allait y avoir des fracturés du numérique qui l'étaient parce que le numérique était là. Et en réalité, on voyait dans le diagnostic un peu plus fin que la plupart du temps, il s'agissait d'abord d'exclusion économique, sociale, éducative, voire territoriale, voire d'autres natures, qu'il fallait prendre au sérieux et que potentiellement il fallait le raconter autrement. Donc il y a en 2005-2006, on a contribué au rapport d'experts européen qui a poussé à ce qu'on parle d'inclusion plutôt que de fracture, et qu'il s'agisse un peu moins de diffusion du numérique dans la société, mais de construction d'autonomie et d'émancipation. Ça fait partie de nos sujets, j'allais dire, d'il y a 15 ans, et puis au fil des années, on s'est rendu compte qu'il allait falloir prendre mieux en compte les ambivalences du numérique en matière sociale, qui sont des sujets qui ont plutôt monté avec des enjeux de la dématérialisation que nous connaissons tous. Et au bout de quelques temps, j'ai conduit un programme de recherche financé par l'ANR, l'Agence nationale de recherche, Capacity, avec l'Université de Rennes 2, Télécom Bretagne et d'autres partenaires académiques, et de façon à aller regarder sur le terrain, non pas seulement qui sont les fracturés du numérique, mais à quelles conditions le numérique lui-même est capacitant ou incapacitant. À quel moment est-ce qu'il va plutôt nous aider ou plutôt, au contraire, nous priver d'autonomie, etc. Si je l'illustre avec des sujets qu'on a eus et qu'on a toujours sous les yeux, dans certains cas de figure, la dématérialisation, ça va être extrêmement utile pour des allocataires du RSA, pour des familles monoparentales, pour des gens qui, en aucun cas, ne pourraient dédier le temps nécessaire à faire le tour des guichets, etc. Dans d'autres cas, les dispositifs numériques rajoutent de la souffrance à la souffrance, rajoutent de la difficulté sociale à la difficulté sociale. Autour de tout ça, il y a deux sujets, il y a deux angles qui ont attiré notre attention d'abord. Le premier, c'est le champ de la médiation numérique, donc les personnes qui accompagnent les personnes vers le numérique, j'allais dire, il y a 25 ans, dans les débuts de ce secteur en tant que tel, on appelait ça animateur multimédia, étaient beaucoup, j'allais dire, des précaires qui accompagnent des précaires. Et en ayant un bagage assez modeste, c'était les emplois jeunes de cette époque qui ont été progressivement pérennisés et qui étaient extrêmement loin d'être prêts à affronter les questions sociales complexes que, par exemple, le travail social aborde. Tous ces environnements ont mûri, se sont un peu auto-formés. Comme beaucoup de gens sur le numérique, on s'auto-forme très souvent. La plupart de ce que savent les professionnels du numérique a une part d'autodidaxie. C'est important de le savoir. Et on est arrivé, j'allais dire, à une maturation collective de ce secteur-là, dans un temps où les politiques publiques nationales, par exemple, étaient un peu parties sur la pointe des pieds. Il a fallu des années avant qu'il en soit autrement, et que dans la période actuelle, il y ait une politique construite et solide en la matière. Donc le premier point, c'était où est-ce qu'on en est avec ces politiques publiques. Et pendant des années, ça a été on s'appuie sur des acteurs fragiles, mais on focalise tout sur des lieux physiques qui sont inaugurables. Et c'était une petite difficulté. Il a fallu pas mal de temps. La deuxième chose qui était la caractéristique des politiques publiques, c'est qu'on décrivait les questions d'inclusion comme étant la voiture balai. Regardez tous ces attardés qui sont en retard, qui n'y arrivent pas. Et si je vous dis, est-ce que vous êtes en difficulté avec le numérique, je pense que, y compris parmi nous, nous allons pouvoir énoncer des difficultés numériques. Or, les gens qui viennent davantage de culture de l'intervention sociale savent ce que c'est que la stigmatisation. Ils savent que potentiellement, quand on va dire devant des publics, parmi vous, il y a 10 ou 15 ou 20% de personnes qui sont en retard, il y en a un petit peu plus que 10 ou 20% qui vont penser qu'ils sont en retard. Et le numérique produit ce discours de l'accélération et du retard de façon constante, qui a toujours été dans l'histoire un discours de pouvoir.
Donc ça, c'est une chose à laquelle on est attentive. La deuxième chose, c'est que on s'est intéressé au fait de savoir si on accompagnait des gens un peu incompétents vers des dispositifs parfaits, ou si parfois il n'arrivait pas qu'on accompagne des gens formidables, mais dont le numérique n'était pas la priorité, vers des dispositifs dysfonctionnels, incompréhensibles. Et incompréhensibles, soit parce qu'ils sont mal conçus, entre guillemets, techniquement, en design, en ergonomie, en navigation, ou parce qu'ils sont très nombreux, et que dans le cas d'un événement de vie compliqué, je suis confronté à la forêt de ces sites très différents les uns des autres, communiquant mal entre eux, etc. Et puis, parfois, c'est la difficulté que j'ai en face, par exemple, des relations à l'administration numérique, c'est davantage la difficulté que j'ai par rapport à l'administration elle-même. Il s'agit souvent plus de fractures administratives que numériques. Je ne comprends pas le vocabulaire, les acronymes, le qui fait quoi de l'administration. Je connais d'ailleurs même pas le périmètre. Pour moi, le gaz ou l'électricité ou l'assurance font partie de ce que j'appelle l'administration. Et donc, potentiellement, il faut parfois penser à reconcevoir les systèmes des administrations ou des services auxquels les gens ont accès d'une façon plus inclusive et non pas consommer du temps du public et des médiateurs à essayer de s'adapter à des dispositifs insupportables. Donc ça fait partie des angles qu'on essaie de travailler en ce moment dans une de nos actions Capacity Lab, qui est une sorte d'action de mise à l'épreuve de dispositifs numériques. Et puis, ça fait partie d'une focale qu'on a dans le programme maître de l'AFING en ce moment, qui s'appelle Reset, et dont le mot d'ordre est est-ce que nous sommes capables de transformer le numérique? Quel numérique voulons-nous? Est-ce qu'il faut vraiment s'adapter au numérique tel qu'il vient, penser l'impact du numérique sur la société, ou est-ce qu'on n'arriverait pas aussi à penser les impacts de la société sur le numérique? Sortir de ce que j'appelle un fatalisme numérique et se poser les questions de ce que nous pouvons y changer du côté de la conception du numérique, du côté de l'accompagnement des usages ou du côté des stratégies des grands acteurs comme des acteurs publics par exemple. Merci Jacques-François Marchandise. Je vais me permettre une ou deux petites questions qui viennent du rouleau de chat dans lequel vous êtes nombreux à intervenir. Alors vous avez dit, hein, il y a cet environnement numérique qui peut être capacitant comme il peut être incapacitant. Et l'idée est très intéressante finalement, si je vous suis bien, que le secteur de l'inclusion, peut-être le secteur du travail social en particulier, au sens le plus large possible, serait pas finalement en retard, mais au contraire à la pointe des questions qui se posent. Alors, vous avez mentionné le programme Reset hein, de votre structure, de la FING. Reset, réinitialiser. Alors, deux questions du chat qui vont peut-être vous permettre de rebondir et de préciser un petit peu. C'est-à-dire que c'est Angeline qui nous dit, mais il y a des personnes qui ne sont pas en capacité matérielle ou d'autonomie pour gérer leur environnement numérique, en particulier leurs données. Et puis Sandra nous dit, mais en fait, l'enjeu, c'est de remettre la personne au cœur de son parcours par le numérique. Qu'est-ce qui, du coup, si effectivement on doit réinitialiser, faire un grand reset, qu'est-ce qui vous paraît être les conditions importantes, les points saillants pour effectivement assurer que les personnes sont au cœur aux manettes de leur vie, et en particulier de leur vie numérique? Alors, je voudrais dire deux choses. J'essaie de ne pas être trop long. La première chose, c'est que j'ai parlé du secteur de la médiation numérique, qui est extrêmement important, qui a une riche histoire, etc., et qui n'a pas la même origine ni le même métier que le travail social. Néanmoins, ça fait longtemps qu'il y a des alliances, qu'il y a des partenariats, qu'il y a des échanges, mais il faut bien se garder de faire une mayonnaise unique avec tout ça, parce que on est dans des généalogies, dans des relations au public, dans des éthiques professionnelles qui sont assez différentes. Si je vous donne un tout petit exemple, dans les travaux que j'ai pu conduire, quand je demande aux médiateurs numériques, ceux qui connaissent de l'histoire des personnes qu'ils accompagnent, ils disent à peu près rien. Ils sont presque toujours hors d'état de vous parler biographie, parcours, origine, difficulté, etc. Et j'allais dire, c'est pas mal.
c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'ils sont souvent appréciés par l'espèce de neutralité, d'anonymat de la médiation numérique qui en sait le moins possible sur vous et que vous accompagne là où vous voulez aller. À l'inverse, je connais très peu de travailleurs sociaux, d'intervenants dans le champ social qui ignorent ce qu'il en est des publics qu'ils accompagnent, quelles qu'en soient les formes, et là aussi c'est bien. Donc ça c'est une première chose. Ce que je veux dire derrière ça, c'est que dans les relations entre travail social et numérique, il faudrait qu'on arrive à être plus symétrique. Il faudrait qu'au fond, certes, c'est intéressant que les travailleurs sociaux se forment au numérique, etc. C'est aussi important que nous, les gens du numérique, on soit moins arrogants et qu'on accepte de se former, de mieux comprendre les déterminants, les points clés, les notions structurantes de l'accompagnement social. On se retrouve en face de personnes en situation de fragilité et en fait, avec l'hypothèse de leur dire, bah, écoutez, on amène les solutions, etc. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de travailleurs sociaux sont en souffrance parce qu'on leur dit, maintenant, vous allez baisser le nez parce que vous allez vous plier à la culture numérique qui est devenue la culture dominante et c'est ça la nouvelle loi. Il ne faut pas être amnésique, il faut savoir que les gens du travail social savent des choses, qu'ils ont une connaissance des publics, qu'ils ont une connaissance des sujets délicats qui sont très différents dans l'éducation spécialisée, dans l'insertion par l'emploi, dans tout un ensemble d'autres situations. Et je pense qu'il y a des choses très précieuses à apprendre de la part des travailleurs sociaux quand on est dans le champ numérique et qu'on arriverait à construire des choses formidables si on avait des formations symétriques. Maintenant, la deuxième chose, et je vais essayer d'être très rapide, que je voulais vous dire, c'est comment est-ce qu'on arrive à ne pas laisser les personnes à l'abandon en fait, un des facteurs assez étonnants du numérique, c'est qu'il nous installe un très grand self-service de connaissances, de services potentiels, etc. Et quand on analyse ça d'un peu plus près, le self-service, c'est quelque chose qui est extrêmement facteur d'inégalité sociale. C'est-à-dire pour accéder à de la connaissance, accéder à des choix, accéder à tout un ensemble de possibilités du numérique, il faut arriver avec un capital social et un capital culturel élevé. Il faut déjà avoir des liens sociaux, il faut déjà être dans des contextes collectifs. Le facteur numéro 1 des difficultés numériques, c'est pas l'âge, c'est pas le niveau de revenu, c'est l'isolement. Des personnes de tout âge, de tout niveau de diplôme, de tout niveau de revenu, s'en sortent beaucoup mieux quand ils sont dans des ancrages collectifs que quand ils sont en situation d'isolement, quelle qu'en soit la raison, les familles monoparentales étant un cas tout à fait emblématique de cette question-là. Donc, je pense que le point clé, c'est quels sont nos modes d'accompagnement pour que les gens ne soient pas seuls, et quels sont nos cadres collectifs pour que, une fois passé, par exemple, l'accompagnement léger au numérique qu'on peut fournir dans la médiation, par exemple, il y ait une consolidation par les pairs, l'entourage, les voisins, les amis, des complices de tous ordres, des aidants. Merci, et vous l'avez bien dit, là aussi, réinterroger les modes d'accompagnement, et puis cette idée intéressante, je pense, pour beaucoup de professionnels, beaucoup de travailleurs sociaux qui nous suivent, qu'il y a des savoirs à croiser, des savoir-faire à échanger entre l'expertise numérique, l'expertise de l'intervention sociale. Je vous propose de présenter notre troisième intervenant. Absolument. Oui, beaucoup de questions qui ont déjà été abordées par Dominique Pont et par Jacques-François Marchandise vont peut-être avoir quelques premiers éléments de réponse, notamment sur toute la dimension de la dématérialisation et de la capacité émancipatrice du numérique. Pierre-Louis Rolle, donc vous êtes directeur du programme Inclusion numérique, qui se trouve être aussi en ce moment au cœur du plan de relance, puisqu'il bénéficie de moyens financiers inédits. Donc, vous allez pouvoir nous expliquer un petit peu en quoi consiste votre mission, quels sont les objectifs, le fonctionnement et comment vont se répartir les nouveaux moyens mis à la disposition des travailleurs sociaux pour pouvoir mieux se débrouiller avec ces nouvelles technologies. Très bien, merci beaucoup pour l'invitation, pour me présenter brièvement mon tour et reprendre l'expression de Dominique Pont. Je suis un bobo geek auvergnat
sociologue de formation, passé par les collectivités, et j'ai rejoint l'État justement pour travailler sur cette question d'inclusion numérique au sein de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui est une nouvelle agence qui a été créée il y a tout juste un an. Qui est né de la fusion du Commissariat général à l'égalité des territoires et de l'Agence du numérique où nous étions depuis Bercy. Et de quitter le ministère des Finances pour les territoires, c'était lourd de sens pour nous, puisque ça fait 3 ans qu'on travaille à mettre en place la stratégie nationale pour l'inclusion numérique du gouvernement, dont avec 2 principes. Le premier est de partir des besoins des territoires et de construire ces stratégies numériques de façon locale, et de s'appuyer sur l'existant, sur les réseaux de la médiation numérique, sur les réseaux de makers, de Fab Lab, tous ces réseaux de la bidouille et de la culture numérique au sens large, qui irriguent et réfléchit sur ces questions-là liées à l'inclusion numérique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par inclusion numérique et l'objectif de cette politique publique? C'est une politique publique d'autonomie. On vise à développer l'acquisition de compétences numériques par l'ensemble de la population française. Et comme le dirait Jacques François, l'objectif, ce n'est pas d'être la voiture balai de la dématérialisation des services publics, même si cette prise en compte-là est un des objets les plus importants de la politique publique pour être certain que personne n'est laissé au bord du chemin, qu'on n'a pas de rupture d'accès aux droits. Et aujourd'hui, on a beaucoup de situations de premier contact avec le numérique qui sont abordées du fait d'un de ces blocages. Et ce que l'on souhaite, c'est pouvoir apporter des réponses à ces situations-là, dans une perspective de donner les clés vers la culture numérique au sens large. Parce que pour nous, la culture numérique, voilà, c'est pas acquérir les compétences nécessaires pour remplir un CV ou pour insérer une pièce jointe sur un site plus ou moins bien fait du service public. C'est aussi, et c'est là où ça intéresse les acteurs de l'action sociale, c'est toutes les questions liées à la protection des données, c'est les questions liées à la parentalité, c'est les questions liées aux fake news, c'est les questions liées à l'information, au loisir, à la création. Et le numérique, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas une partie de la population qui devrait se contenter d'avoir une approche du numérique pour faire des démarches, et les autres qui auraient accès à des usages plus avancés. Et donc, c'est aussi s'appuyer, comme l'expliquait très bien Jacques François juste avant moi, sur ces compétences numériques très différentes qui existent au sein de la population. C'est pas parce que on ne sait pas remplir un formulaire administratif qu'on est nul en numérique. Ça peut être un problème administratif d'ailleurs, lié à la compréhension des démarches, mais on peut aussi avoir des compétences qui ne sont pas jugées légitimes par l'administration. On voit aujourd'hui un Français sur 2 utilise le Bon Coin, par exemple. C'est une pratique numérique, même si ça ne nous sert pas forcément pour écrire leurs impôts. Ou beaucoup de personnes peuvent aussi faire des jeux sur mobile, etc. Ce sont des compétences sur lesquelles on peut aussi s'appuyer et apprendre le numérique autrement. Donc ça fait 3 ans, sur la base de ce constat-là, qu'on essaye de réfléchir à comment mettre en place cette politique publique qui est à la confluence de l'action sociale, du service public et de la technologie, avec une myriade d'acteurs très différents et je vais pas dire insuffisant, mais peut-être aussi à bout de souffle, parce qu'on leur a demandé beaucoup, parce qu'il y a le numérique est rentré de plus en plus dans nos vies, et il y a eu les effets de bord du fait de la dématérialisation des services publics, qui a fait qu'il y a eu beaucoup de situations d'urgence à traiter. Et on s'est porté sur des acteurs associatifs, des transferts de coûts issus de la dématérialisation des services publics de l'État qu'il fallait absorber, et des moyens qui ne correspondaient pas non plus forcément à l'ambition. Donc nous, on s'est appuyé sur 3 piliers. Le premier, c'est outiller les aidants numériques, qu'ils soient et là, volontairement, je vais simplifier, mais on a eu énormément de débats, notamment au Conseil du travail social, sur ces questions-là, mais ça va des travailleurs sociaux jusqu'aux secrétaires de mairie, en passant par les médiateurs numériques et les bibliothécaires, toutes les personnes qui doivent se retrouver quelque part dans leur parcours professionnel, devoir donner des clés
de compréhension numérique à quelqu'un là-dessus. Donc, quels outils concrets on va mettre en place en termes d'outils de diagnostic de compétences, d'orientation, pour faciliter la relation de démarche, j'y reviendrai après. Il y a aussi outiller les collectivités territoriales et les services publics locaux et les opérateurs pour qu'ils mettent en place ces stratégies-là. Et donc là, c'est des dispositifs de passe numérique, une sorte de chèque déjeuner pour ce qu'évoquait tout à l'heure Jacques-François, pour donner lieu à des heures de formation, ou s'appuyer sur des réseaux d'entraide locale qu'on appelle les hubs pour l'inclusion numérique, qui sont cofinancés par la Banque des Territoires. Pour l'instant, on en a 11, on va couvrir toute la France. C'est des structures interdépartementales qui viennent faire de l'appui aux collectivités, aux acteurs du travail social, aux acteurs de la médiation numérique, en faisant des formations de formateurs, en produisant des kits pédagogiques, en organisant des rencontres entre professionnels. Et Ping, l'association qui accueille Jacques-François aujourd'hui, est un des membres fondateurs du hub, par exemple, qui rayonne dans toute la région Pays de la Loire. Et là, on va couvrir tout le pays en hub là-dessus. Et enfin, le dernier pilier, et là est plus administratif, c'est bien organiser aussi toute la convergence et les gouvernances locales pour qu'on soit raccordé à Pôle emploi, au ministère du Travail, etc., pour créer ces parcours aussi que la médiation numérique amène jusqu'à la formation professionnelle, etc. C'est bien travailler au fait que voilà, ce soit un numérique qui soit source d'opportunités. Et donc Anne, comme vous le rappeliez, au-delà de ce cadre que l'on a posé pendant 3 ans, est arrivé le plan de relance. Alors pas avec 600 millions, mais 250 millions d'euros qui sont affectés à l'inclusion numérique, ce qui est une première. Et il faut savoir que l'inclusion numérique, même si on en parle depuis longtemps, il y avait eu un rapport du CNUM en 2013, il y a eu énormément de travaux en sciences sociales sur la question. C'était un problème à l'agenda public qui est assez récent, du moins au niveau de l'État. Mais les élus locaux, les acteurs du travail social tirent la sonnette d'alarme depuis longtemps sur ces questions-là. Et donc voilà donc un plan de relance pour venir s'appuyer et épouser les formes de ce cadre qu'on a posé et l'accélérer sur 3 axes. Le premier, c'est de l'humain. Pour apprendre le numérique, c'est une question de médiation. Donc il y a 200 millions d'euros qui sont affectés au recrutement de 4000 conseillers numériques qui seront des médiateurs numériques déployés dans les collectivités territoriales. L'État va s'engager à ce qu'ils soient financés au minimum au SMIC, avec une subvention pour chaque acteur, pour qu'il y ait au moins cette base-là, et qu'il y ait une formation qui soit adjointe vers l'acquisition d'un titre professionnel, le premier bloc de compétences du titre responsable d'espace de médiation numérique, et que chacun reparte à l'issue de ce premier contrat avec au moins une certification, et de travailler ensuite à leur donner accès à des certifications et des diplômes complémentaires, que ce soit dans le champ de l'action sociale, dans le champ du numérique, etc. Donc là, on a commencé le déploiement et le recrutement juste avant les vacances de Noël, et ce sera des conseillers numériques qui pourront faire des ateliers d'inclusion numérique, que ce soit à l'accueil de la mairie, au CCAS, dans des associations. Et l'idée, c'est que voilà, on déploie massivement avec les collectivités ce dispositif au fil de l'eau. Bon, on aura ensuite un axe sur lequel je reviendrai pas, mais qui est l'idée, c'est de sortir de la politique de la subvention du lieu, comme on parlait Jacques-François tout à l'heure, mais plutôt d'agir sur leur montée en qualité, qu'il y ait du matériel, qu'il y ait du mobilier, qu'il y ait des contenus pédagogiques, qu'on ait des formations, des outils pédagogiques adaptés pour les personnes en situation de handicap. Et voilà, donc ça va être un apport plutôt en ingénierie et en matériel pour avoir des lieux qui soient aussi moins stigmatisants, plus inclusifs, et qu'on puisse outiller du CCAS au secrétariat de mairie des espaces pédagogiques liés au numérique. Donc ça, c'est pas encore annoncé par les ministres, ça sera fait dans quelques semaines. Et enfin, on a un dernier volet qui va plus nous intéresser, qui est lié à l'outillage des aidants en tant que tel, sur le volet formation et sur le volet faire à la place d'eux. On sait très bien que l'objectif de la politique inclusion numérique, c'est d'aller vers l'autonomie numérique, mais on a toujours une situation où il faut donner le coup de pouce d'urgence, où il faut faire une démarche administrative à la place de quelqu'un, et se multiplient les petits carnets papier à l'accueil de la mairie ou du centre social, avec le mot de passe, le 3e prénom de la grand-mère, l'adresse mail, etc. On en revient à créer une adresse mail par service public auquel on veut accéder. Donc là, on sort un nouveau service public numérique qui s'appelle Aidant Connect, qui va permettre à un aidant numérique
de signer numériquement un mandat avec une personne qu'il souhaite accompagner, qu'il ou elle souhaite accompagner, pour ensuite faire des démarches en son nom ou au moins se connecter à son profil en ligne, et ensuite de ne plus avoir à lui demander son mot de passe durant la durée du mandat. Et donc quand la personne se représente à l'accueil, au guichet, au lieu d'inclusion de médiation numérique, l'aidant numérique peut reprendre le dossier où il en est, interroger sa situation, sans avoir à recréer une boîte mail, et dans un cadre qui est sécurisant d'un point de vue données personnelles à la fois pour l'aidant et à la fois pour l'aider, et avec une traçabilité aussi en cas d'erreur, etc. Donc, on l'a expérimenté dans 13 départements, dans 13 structures dans 10 départements là, pendant un an. Ça allait du CCAS à l'espace France Service jusqu'à la médiathèque, et le service va être généralisé à partir du mois de février, et on prendra. L'idée, c'est pas simplement de lancer des nouveaux outils qu'on met en ligne, mais aussi de prendre en charge la formation à l'utilisation de l'outil. Et donc là, une formation sera proposée à chaque personne qui souhaitera utiliser l'outil. Et enfin, pour conclure, la dernière action, le tout n'est pas de lancer des outils et de faire des formations à ces outils-là, mais aussi de proposer des formations plus globales aux enjeux du numérique. Et là, on travaille beaucoup avec la DGCS notamment sur la formation au numérique des différents métiers du travail social, et d'aller financer des formations beaucoup plus larges et beaucoup plus spécifiques sur la culture numérique au sens large, sur les postures professionnelles du numérique. Donc là, c'est aussi encore à l'étude. On va revenir vers vous, vers ceci et tout ça. Et l'idée, c'est bien, nous, de passer des accords avec l'UNCCS, notamment pour la formation des agents des CCAS et des cadres à ces enjeux-là. Pour les salariés issus du privé, c'est aussi nous de financer les OPCO relatifs pour proposer de la formation continue aux travailleurs sociaux du public et du privé sur les enjeux du numérique. Donc tout ça sera prescrit dans les semaines à venir, mais c'est un chantier qui est en cours et qui est en lien aussi avec la formation aux 50 000 personnes proposées dans le cadre du plan pauvreté. Alors, je vous coupe, mais parce que là, vous avez expliqué. Oui, j'étais un peu long, pardon. C'est pas très grave, vous avez un petit peu anticipé sur les quelques questions que j'ai, du coup, que j'avais et que je vais vous poser sur tout ce que vous nous avez dit. Il y a une question que je vais reprendre d'ailleurs dans le chat, juste pour clarifier, Aidant Connect, ça s'adresse aussi bien aux aidants particuliers qu'aux travailleurs sociaux, qu'aux professionnels, ou c'est plutôt quand même destiné à des personnes qui ne sont pas professionnelles du travail social? Non, c'est uniquement professionnel pour l'instant. Donc ça peut être des professionnels du travail social ou des agents publics d'accueil ou des médiateurs numériques. Mais ce sont des professionnels. Les travailleurs sociaux pourront se saisir et s'emparer dans leur pratique professionnelle. Et l'autre question, je prends une question dans le chat de Marie-Odile L, qui nous rappelle à juste titre que dans le cadre du plan national de lutte contre la pauvreté, l'État avait annoncé des formations autour du numérique qui allaient concerner les travailleurs sociaux, que ce soit dans les formations initiales et dans la formation continue. Où en est-on? Alors, là, on a pas mal travaillé ce volet-là justement avec la DILP et la DGCS. C'est en cours d'annonce et de calibrage. Sur ce volet-là spécifiquement, là, je ne sais pas exactement où on en est. Et nous, sur ces formations qui viendront complémentaires à ce plan-là, on devrait pouvoir annoncer les premières entrées en formation à partir du printemps. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux lignes budgétaires différentes. Vous avez, vous, une ligne budgétaire pour la formation des travailleurs sociaux qui dépend donc du programme Inclusion numérique, et il y a une ligne budgétaire qui dépend de la délégation interministérielle de Marine Jantet à la lutte contre la pauvreté. Oui. Et pour simplifier, il n'aurait pas été plus simple justement de fusionner les deux lignes pour que ça fasse une porte d'entrée unique pour les travailleurs sociaux, par exemple? Je ne ferai pas de commentaires sur les arbitrages, mais tout ça est bien travaillé de façon collective. Bon, vous travaillez ensemble, et pour les travailleurs sociaux, ça pourrait être relativement transparent pour qu'ils sachent en gros à qui s'adresser pour obtenir l'argent nécessaire pour pouvoir se former autant que de besoin pour améliorer leur pratique avec le numérique. On va essayer de faire ça bien. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Ça nous permet de faire
On ne sait jamais dans l'administration, mais Oui. on va essayer de faire ça. Ah, mais on surveillera tout ça, vous inquiétez pas, on vous le rappellera. Oui. Et ça nous permet de faire une bonne transition puisque justement là, ça fait vraiment partie des préoccupations centrales des travailleurs sociaux que de bien s'emparer et de bien maîtriser les nouveaux outils numériques, comme c'est apparu dans le baromètre que nous avons réalisé. Oui, Et donc merci. Clément va vous présenter les premiers résultats. Oui, merci Anne. Alors effectivement, on va pouvoir vous présenter aujourd'hui les résultats de ce baromètre que nous avions conçu avec le média social pour essayer de mesurer un petit peu les questions, les appréhensions, les représentations qui étaient en jeu auprès des professionnels du travail social. Donc je vais partager avec vous une première partie des résultats avec en tout cas une mise en forme qui va nous permettre de nous les approprier et d'y réagir, bien sûr. Alors, voici d'abord, voilà, voici donc ce sondage. Alors, tout de suite, un petit mot sur les répondants à ce sondage, puisque on voit qu'en fait, principalement, il s'agit bien de professionnels du travail social, de professionnels de terrain qui ont répondu à près de 70%, et on trouve aussi des chefs de service, des cadres et des directeurs de structure. Les domaines d'intervention, c'est la deuxième partie du tableau, est assez à l'image de ce que peut représenter l'intervention sociale au sens large, avec les plusieurs champs qui sont représentés de manière assez équilibrée. Et puis, dans la question portant sur le mode de travail, parmi les répondants, on a une grosse moitié des répondants qui sont principalement engagés dans de l'accompagnement individuel, et puis une partie un peu moins importante qui travaille avec des groupes et des collectifs. Donc voilà un petit peu qui sont nos répondants. Donc ce sont bien des professionnels du travail social de terrain qui ont répondu, et donc on va découvrir ensemble les questions qui les animent quant aux pratiques un peu, comment dirais-je, bouleversées, ou en tout cas impactées par les changements du numérique. Donc les activités numériques professionnelles avec les personnes accompagnées, on voit que ça se répartit en plusieurs catégories d'activités, avec beaucoup l'usage du courriel et du SMS, entre 20 et 30%, l'accès au site administratif, on en a parlé, avec des identifiants, avec tous les problèmes que ça peut poser et les besoins d'accompagnement, les entretiens par visio, qui sont une pratique entre 10 et 20%, pour 10 à 20% des répondants. Certainement un chiffre qui est en lien avec le contexte d'isolement un petit peu que nous connaissons et de confinement, bien évidemment. Le besoin d'aide et de conseils pour l'usage d'outils numériques. Je remonte la pyramide en partant du bas, bien sûr. Un petit peu derrière, la recherche d'emploi, de logement, de formation. Les démarches de communication écrite par messagerie instantanée. Voilà, et puis d'autres usages. L'utilisation de robots d'aide à la dépendance n'est pas apparue comme une pratique très répandue. Peut-être qu'elle se situe plutôt d'ailleurs du côté du médico-social plutôt que du social. En tout cas, on voit là en fait concrètement un état des lieux, une photographie des pratiques concernées par le numérique chez les travailleurs sociaux, en tout cas chez nos répondants qui ont répondu assez nombreux. Ce serait intéressant d'ailleurs tant que nos auditeurs et les personnes qui sont présentes sur le chat et qui suivent ce webinaire, aussi bien que nos invités, de pouvoir réagir par rapport à ça. Qu'est-ce que ça dit des usages imposés ou choisis, en tout cas, à quelle réaction cet état des lieux nous invite. Je vais passer à la diapositive suivante. Alors, voilà quelques opinions sur le numérique pour les usagers. Alors, on voit que dans une très grande proportion, c'est la protection de la vie privée qui est un enjeu essentiel des usages numériques, puisque 93% des répondants ont indiqué qu'ils étaient d'accord ou plutôt d'accord. Ils sont très peu à avoir trouvé que ça n'était pas une question importante. Deuxième point, le numérique peut enrichir la relation socio-éducative. Alors là, c'est très contrasté. Il y a presque autant de personnes d'accord que pas d'accord, peut-être malgré tout une majorité de répondants qui trouvent qu'effectivement, ça peut enrichir quelque chose dans la relation. On avait beaucoup abordé ce thème dans le premier webinaire.
Un troisième point sur la dématérialisation administrative, souvent évoqué aussi, qui faciliterait l'accès aux droits. Là, c'est clairement quand même près de 60% de répondants ne sont pas d'accord avec cette affirmation. Et donc, évidemment, on comprend que on retrouve cette idée que là, il y a là un problème dans ce qui concerne donc l'accès aux droits des personnes concernées. Le quatrième point, les outils numériques donneraient de l'autonomie aux personnes accompagnées. Et là, plutôt majoritairement, à 62%, les professionnels qui ont répondu à ce baromètre indiquent qu'elles sont plutôt d'accord avec cette idée que les outils numériques favorisent l'autonomie des personnes, un petit peu dans la ligne de ce que vous proposez, Pierre-Louis Roll, où vous insistez énormément sur cette idée d'une autonomie pour tous. Je serais évidemment, on serait tous curieux de savoir à ce stade déjà qu'est-ce que ça évoque pour vous, et puis évidemment n'hésitez pas à réagir sur le chat, on pourra reprendre certaines de vos questions. Une dernière diapositive avant de faire réagir ceux qui le souhaitent. Alors, c'est une synthèse d'un certain nombre de verbatims qui ont été communiqués au travers de cette mesure par sondage et baromètre. Donc voilà, à gauche, les espoirs et les atouts, et puis à droite, des craintes que peuvent avoir les travailleurs sociaux pour les usagers. Alors on va avoir à gauche même l'espoir placé dans le développement de la médiation numérique, l'espoir que les équipements, les connexions, les compétences soient plus accessibles aux usagers, que des démarches se simplifient, qu'on puisse gagner du temps, que l'accès aux droits s'améliore. On a vu à l'instant que c'était un point d'inquiétude. Il y a là aussi un point d'espérance. Et puis que ça puisse favoriser l'autonomie des personnes dépendantes et en difficulté. Puis les atouts du visuel et de l'audio pour des publics qui sont peu alphabétisés, c'est ressorti dans plusieurs verbatims. Et puis l'espoir, à nouveau, de sites administratifs plus accessibles. À l'inverse, ou parallèlement, ou simultanément, des inquiétudes du côté de l'exclusion, la marginalisation d'un certain nombre de personnes en raison de l'absence de matériel, de compétences techniques, voire linguistiques. C'est intéressant que ça puisse ressortir aussi, puisque aussi bien on parle d'électronisme, il y a là un lien bien sûr avec la maîtrise de la langue. La perte de lien avec les organismes, c'est quelque chose sur lequel il serait intéressant certainement de revenir. Donc là, au contraire, plutôt le risque que le lien se distende avec des organismes. La fermeture des accueils physiques certainement, avec les accueils des services publics lorsque les services sont dématérialisés. Et puis, c'est un point qui peut apparaître un petit peu paradoxal ou surprenant, mais pas tant que ça quand on y réfléchit, la dépendance accrue aux travailleurs sociaux eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ici, effectivement, les personnes concernées sont placées dans un besoin ou un surcroît de demande d'aide, évidemment, ça crée une dépendance et ça ne crée pas de l'autonomie. Voilà un peu de manière synthétique des réactions. Je vais donc vous proposer de réagir. Si on peut reprendre peut-être des questions du chat. Alors, n'hésitez pas non plus, bien sûr, à demander une intervention, Monsieur Pont, Monsieur Marchandise, Monsieur Roll, vous n'hésitez évidemment pas. Une première question qui nous est arrivée de Benoît, qui nous dit « Mais comment est-ce qu'on peut proposer ces services et ces compétences à la formation des professionnels des secteurs sanitaires et sociaux, aux outils numériques, en dehors des centres de formation ?» Donc, on comprend que c'est quelqu'un qui, en tout cas, qui souhaite savoir comment des gens qui détiennent une compétence peuvent la mettre au service des professionnels du sanitaire et du social. À qui faut-il s'adresser, nous demande Benoît. Direction régionale, direction départementale de la cohésion sociale, par exemple. Et puis, une deuxième question, et je vous propose de réagir dans l'ordre que vous le souhaitez. Plus particulièrement là, une question pour Pierre-Louis Roll. Décidément, on revient à ces échéances du plan de relance. Quelles sont les échéances s'agissant des 3 volets de ce plan de relance? Alors, comme vous voulez, on peut commencer par cette question ou par l'autre. Je peux traiter l'intendance d'abord, si vous voulez. Allons-y, alors, c'est quoi l'intendance? Sur les échéances.
Mais comment? Alors, conseiller numérique, le premier volet, ça a déjà commencé. On a lancé début décembre la plateforme qui permet aux candidats de se signaler pour devenir médiateur numérique et aux collectivités de signaler leur intérêt. On a déjà 12 000 candidats sur la plateforme et 1600 structures qui se sont mobilisées. Ce qu'on va faire ensuite, c'est faire un petit travail de mise en cohérence territoriale département par département pour s'assurer que tous les territoires soient bien couverts potentiellement en un conseiller numérique et ensuite on activera la présentation des candidats aux structures selon parce que chaque candidat émet des vœux géographiques pour exercer et ce sera la structure candidate, la collectivité qui choisira ses collaborateurs et ensuite nous on financera le contrat et la formation. Donc ça c'est en cours. On va à partir de la fin février faire ce premier appareillement entre candidats et collectivités pour une entrée en formation début mars des premiers conseillers numériques. Sur Elan Connect, idem, on va lancer la procédure d'habilitation à partir de la fin du mois pour que les structures qui souhaitent que leurs aidants et leurs professionnels soient habilités Elan Connect puissent se renseigner. Il y aura un petit process et ensuite on lancera les formations par vague à partir de la fin février. Par vague, j'entends, on va faire des vagues régionalisées. On va commencer par Bretagne, Hauts-de-France, La Réunion et Auvergne-Rhône-Alpes sur les 2 premiers mois. Tous les 2 mois, on va faire une vague d'aidants de ces régions formés et habilités pour viser 20 000 aidants en fin d'année. Et enfin, sur les formations, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'objectif est au printemps de pouvoir ouvrir les guichets de financement et les parcours de formation à partir du printemps. Merci pour ces précisions. Peut-être une réaction soit de Dominique Pont, soit de Jean-François Marchandise sur ces résultats du sondage. Qu'est-ce qui vous évoque par rapport à ce qui vous paraît important et que vous avez exposé tout à l'heure dans les évolutions du secteur alors, sanitaire, médico-social, social et de cette place du numérique dans les pratiques, vu depuis votre fenêtre. Dominique Pont, peut-être? Donc, vu de ma fenêtre, en fait, c'est assez convergent avec un sondage que nous-mêmes on a fait, un sondage citoyen autour du numérique en santé et sur justement pour faire réagir les gens sur le principe que l'État puisse ouvrir pour chaque citoyen français dès leur naissance un espace numérique de santé pour qu'ils puissent avoir un lieu de stockage de leurs données de santé à leur main. Et en fait, ce qui est revenu dans les sujets de préoccupation et les sujets essentiels, c'est si ça doit être fait, ça ne doit pas être fait par une boîte privée, ça doit être l'État. À plus de 80%, les citoyens français ont dit ça. Alors, c'est marrant parce qu'habituellement, c'est pas l'image qu'on a, on est un pays de frondeurs. Donc, mais pourtant, quand même, on préfère ça que Facebook ou Google. Donc, c'est quand même intéressant. Ça veut dire que le numérique a une place de l'État, voilà, qui est perçue. Et la deuxième chose, évidemment, c'est le côté fracture numérique, éloignement de certains dispositifs. C'est tout le temps ça, l'alerte, c'est de nous dire rester humain, proposer des solutions pour ceux qui n'y arrivent pas, etc., etc. Donc, mon premier commentaire, c'est de dire que c'est congruent par rapport à ce que nous, on avait fait. Et mon deuxième commentaire, c'est que je trouve que ça n'a pas beaucoup on ne peut pas tirer beaucoup de leçons et d'enseignements d'un sondage sur la façon dont les gens imaginent et qui puissent juger des services numériques qu'on peut leur proposer. Parce que dans l'histoire du numérique, si vous aviez posé la question il y a 7 ans et ça avait été fait, est-ce que vous pensez qu'il y aurait un intérêt à prendre des rendez-vous en ligne chez son médecin ou dans des centres de vaccination? Les gens vous auraient dit non, c'est débile. Voilà. Est-ce que ça vous paraîtrait intéressant? Est-ce que ça vous paraîtrait intéressant d'avoir votre dossier médical à vous? Mais non, il est très bien en papier chez mon médecin. Et donc, le simple fait de proposer crée un changement de perception sur ce qu'on doit faire. Donc, moi, je pense que voilà, il faut que ça soit un système itératif et on répond à des attentes qui appellent de nouvelles attentes. Ce qui doit, par contre, être perduré dans le temps, c'est le cadre de valeur. Voilà, et je crois à ça. Merci beaucoup pour cette réaction.
Effectivement, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, je trouve, c'est l'idée que bon, les outils, les usages, au fur et à mesure qu'ils apparaissent, créent de nouvelles attentes, créent de nouveaux paradigmes, et donc effectivement, c'est itératif. Donc il y a toujours à se reposer ces questions et avoir en ligne de mire les valeurs que vous évoquez. Jacques-François Marchandise, je vous propose de réagir si vous le souhaitez. C'est la Oui, deuxième partie qui suit. oui, volontiers. En fait, je trouve qu'il y a une planche de votre enquête qui est très intéressante, qui est celle où des répondants expriment ce qu'ils pensent sur les questions de vie privée, d'enrichissement de la relation socio-éducative, de la dématérialisation et des outils numériques. Je pense qu'elle est intéressante et elle est difficile à interpréter, mais elle raconte des choses. Par exemple, est-ce que la dématérialisation facilite l'accès aux droits ? Je pense que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, parmi les travailleurs sociaux qui nous écoutent, seront en difficulté de simplement dire oui ou non. C'est-à-dire que pour certains, ils ont constaté qu'il y avait une aggravation du non-recours. Il y a des travaux, je pense notamment à un sociologue qui s'appelle Pierre Mazet, qui a passé pas mal d'années à l'Odénor et qui aujourd'hui travaille beaucoup sur ces questions du non-recours au droit croisé avec le numérique. Il y a souvent des aggravations du non-recours parce qu'on rajoute une complexité à la complexité. Et parfois, on a l'opposé. Et parfois, pour des personnes qui se ressemblent vues de loin ou qui sont dans des situations différentes les unes des autres, ça va être les deux. Je vais beaucoup mieux m'en sortir de telle démarche et moins bien de telle autre. Donc là, chaque fois, elle est de deux natures. J'ai vu dans le chat que quelqu'un disait le numérique, ça n'est qu'un outil. Non, ça n'est pas qu'un outil, c'en est plusieurs. Et précisément, ce sont plusieurs outils qui sont situés dans des contextes et dans des environnements. Chacun de ces outils peut être en lui-même facteur de capacitant ou incapacitant, accessible ou inaccessible, encourageant ou décourageant, etc. Et en plus, son environnement, avec ou sans médiation, avec ou sans forme collective, avec ou sans des conditions de confiance qui sont réunies, ça va jouer un rôle mais énorme. Et puis, l'événement de vie dans lequel on se trouve va également jouer un rôle énorme, c'est-à-dire que c'est pas du tout pareil d'être dans la relation quotidienne à l'exercice de ses droits que d'être confronté à un événement d'état civil, une naissance, un décès, un divorce, un bouleversement quelconque, un déménagement, une perte d'emploi, un nouvel emploi, où à chaque fois, les événements de vie sont des transversales de nos relations au numérique. Et donc ça, on le sait depuis qu'on conçoit des sites Internet, mais on ne le sait pas forcément assez les publics. Alors si je prends cette réponse-là, est-ce que la dématérialisation favorise l'accès aux droits ? Moi, j'aurais tendance à dire, mais regardons à quelles conditions elle va plutôt être favorable ou plutôt défavorable à l'accès aux droits. À quelles conditions est-ce que les outils numériques, 60%, c'est un chiffre très positif et énorme, les outils numériques favorisent l'autonomie. À quelles conditions et pour qui ces outils numériques favorisent ou ne favorisent pas l'autonomie? Et il y a des choses formidables à apprendre de ça. C'est-à-dire que à un certain moment, il y a vraiment toujours aujourd'hui en 2021 un potentiel émancipateur qui est réel sous condition. Et en fait, sous condition de quoi? Un des aspects qui est derrière et qu'il ne faut pas oublier dans le champ particulier du travail social, c'est que le numérique, c'est aussi le contrôle des personnes. C'est aussi le fait que les politiques sociales ont été historiquement souvent des politiques de contrôle et qu'une part de la réticence des travailleurs sociaux face au numérique date du début des années 70, date par exemple du programme Gamin, qui était en fait du fichage social dans l'intérêt des jeunes en situation de fragilité, par exemple. Et donc, n'oublions pas du tout qu'il y a une puissance normative du numérique qui vient s'additionner à la puissance normative de l'institution et que dans certains cas de figure, ça va poser des gros problèmes si on va trop loin, d'où tout ce que vient de mentionner Dominique Pont qui me paraît extrêmement précieux, de dire comment est-ce qu'on crée un cadre de confiance dans lequel ce sont les personnes qui ont la maîtrise de leurs données l'importance de ce que mentionne Pierre Luérol en disant, voilà, quand on met en place Aidant Connect, on met en place des conditions qui vont préserver
à la fois la responsabilité du travailleur social ou de l'aidant qui est surexposée avec ces histoires de mots de passe qui traînent. Je veux dire, on va droit à des contentieux potentiels si on ne résout pas cette question des petits carnets de mots de passe qui traînent. Et donc potentiellement préserver un cadre de confiance, y compris pour les personnes qui accompagnent les personnes. Donc je pense que ça raconte beaucoup de choses, ces réponses à votre question. On va y revenir après justement sur l'impact du numérique sur les pratiques, plus particulièrement sur les pratiques des professionnels, mais en restant encore une minute dans le cadre des usagers, on ne dit plus vraiment ça maintenant, mais bon, ça se comprend encore, des personnes accompagnées. Il y avait une question sur le chat sur laquelle je vais rebondir. Une question intéressante de Alexis M, qui nous pose la question du dossier unique de l'usager informatisé et interopérable dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Question qui a pris beaucoup de retard, est un petit peu un serpent de mer comme dans le sanitaire, mais est-ce que le numérique permet vraiment, comment est-ce que ça peut être mis en œuvre, donc tout en étant concilié avec toutes les interrogations concernant la protection des données, le secret professionnel, mais de la part du point de vue de l'usager, est-ce qu'il est souhaitable que ça se fasse et où est-ce que ça en est? Est-ce que des choses sont dans les tuyaux? Moi, je peux vous en Et parler. ça pourrait d'ailleurs être calqué sur l'exemple du sanitaire. Là, je vous pose la question à tous les trois, je vous laisse libre. Donc ça, je peux vous en parler, hein, parce que c'est un sujet que je Assez connais. rapidement, s'il vous plaît, parce que juste l'heure tourne. Jusqu'à présent, j'ai toujours été très rapide dans mes réponses, vous avez remarqué. Absolument. Donc, dans le secteur médico-social, en fait, les 600 millions dont je parlais tout à l'heure sont essentiellement dédiés au fait justement de créer dans chaque établissement, dans chaque ESMS, dans chaque établissement médico-social, un dossier d'usager informatisé. Mais le choix qui est fait, c'est on n'est pas dans une dictature, on n'impose pas la même société ou le même logiciel à tout le monde. En revanche, l'État écrit un cahier des charges auquel doivent répondre et doivent être référencées des solutions qui respectent le même principe pour que les systèmes soient interopérables justement et en s'appuyant sur ce que je défends depuis le début, c'est-à-dire des services socles nationaux et régaliens proposés par la puissance publique en disant c'est pas à vous de réinventer la roue et les routes et les ponts, vous devez vous connecter à ces routes et ces ponts-là et c'est ça qui garantira des systèmes interopérables et communicants et sécurisés. Donc voilà, donc ça, on est vraiment dans ce plan d'investissement pour équiper les centres et c'est eux qui choisissent dans une sélection de logiciels qui sont référencés et garantis par l'État, qui délivrent des permis de construire en quelque sorte. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci. Je vous propose de poursuivre avec la suite des résultats de ce baromètre qu'on va découvrir ensemble, le temps de les afficher. Nous en étions restés ici et nous avons donc passé cette slide et donc nous voici sur quelques opinions sur le numérique pour l'exercice professionnel. Donc une autre manière de donner à lire le ressenti du secteur social par rapport au numérique. Le numérique donne de l'autonomie professionnelle. Là, on s'intéresse à la pratique, on est vraiment sur le point de vue du professionnel dans sa pratique. De manière très, très majoritaire, il ressort que le numérique donnerait de l'autonomie professionnelle. Le numérique facilite la collaboration professionnelle. Ça fait écho à des thèmes qu'on a abordés au cours de ce webinaire, de manière plutôt extrêmement majoritaire aussi, entre 70 et 80%. Les répondants indiquent que ça faciliterait la collaboration professionnelle. Ils sont tout de même plus de 20% à émettre des réserves là-dessus, voire certainement des réserves très fortes, à dire qu'ils ne sont pas d'accord ou plutôt pas d'accord. Et puis troisièmement, à la question de savoir si le numérique a changé la pratique professionnelle, très très majoritairement aussi, à plus de 80%, ou en tout cas pas loin de 80%, les professionnels répondent. Effectivement, ils ont constaté des évolutions dans leur pratique professionnelle. Donc là, voilà 3 indicateurs qui effectivement vont dans le sens à la fois de très importantes évolutions, de changements très forts, et ça pointerait vers à la fois plus d'autonomie et une collaboration qui est davantage possible. On va le mettre en regard avec à nouveau cette synthèse des verbatims qui nous ont été transmis au travers de ce baromètre.
À gauche, les espoirs, des atouts, à droite, des craintes. Alors, là aussi, il y a un besoin, en tout cas des attentes très très fortes qui sont exprimées du côté de l'accompagnement à ce changement. Certainement, il faut de la formation, il faut des périodes d'adaptation, et les répondants misent là-dessus pour certainement se sentir à l'aise avec ces outils numériques dans leur pratique. La nécessité de mettre à disposition des outils, des connexions, un meilleur accès aux données, une traçabilité des actions, ça va dans le sens de la transparence dont parlaient nos intervenants tout à l'heure, une meilleure transmission des informations, c'est le sujet qu'on vient d'aborder, hein, avec un dossier, comment dirais-je, un dossier médical ou un dossier voilà, de l'usager. Une meilleure analyse des données, des partenariats facilités et plus fluides, une interopérabilité des outils métiers, voilà un espoir significatif là, dans le secteur, une simplification de la sécurisation des données, le renforcement du fonctionnement des équipes et de la communication interne. Si on fait le lien avec ce qu'on vient d'évoquer, on comprend que c'est par la meilleure circulation des données, une transparence plus accrue que se ferait ou se faciliterait cette communication interne aux équipes dans les établissements sociaux, le développement d'un questionnement éthique, question fondamentale qui était un des éléments premiers qu'a apporté Dominique Pont tout à l'heure, la nécessité d'avoir une réflexion éthique permanente et d'être guidé par cette réflexion dans les décisions que nous prenons quant aux usages. Trouver le bon dosage entre numérique et relations humaines, il y a là une question intéressante de l'équilibre. Et puis le développement du travail à domicile, là aussi très marqué par le contexte, certainement, avec la nécessité d'une prise en charge des frais de connexion, puisque dans ces cas, bien sûr, les outils personnels deviennent des outils de travail, ce que vivent et ce que savent beaucoup de professionnels, de cadres, de directeurs en ce moment. Donc, on va pouvoir réagir là-dessus, mais je vais évidemment évoquer du côté des craintes, la crainte peut-être d'une transformation de l'intervenant, du professionnel du travail social en assistant administratif, le rôle des algorithmes, la robotisation de l'action et de la pratique, l'automatisation, le 100% distanciel, c'est des choses qui sont évidemment qui repoussent beaucoup de professionnels en ce moment particulièrement. Pourquoi les mots sont employés juste en dessous, hein. La déshumanisation, la perte de contact physique, la perte du non-verbal, l'effacement des codes sociaux, du lien en direct, le manque de dynamisation des personnes. Un risque est identifié, on va vous inviter à réagir là-dessus également, au sujet du secret professionnel. Il y aurait là un risque pour le secret professionnel au travers de données qui ne sont pas, dont la circulation n'est pas suffisamment sécurisée. Le piratage des données serait également un risque. Ça peut être intéressant de voir ce qu'il y a à dire là-dessus. Des difficultés ou une incapacité même à accompagner vers l'autonomie numérique par manque de formation. Là, on fait le point de manière évidente avec ce qui a été dit du côté de ce carré vert où apparaît en premier la nécessité, la demande de formation. Le risque d'une perte de l'intelligence collective. Alors, en gros, on peut communiquer mieux à l'interne, mais on est moins intelligent. Donc, il y a là un risque pour la qualité du travail en équipe. J'essaie de me faire le porte-parole de ces verbatims dont on fait la synthèse ici. Et puis, en dernier point, la recherche d'efficacité et de rentabilité, la primauté ou la primeur d'une logique gestionnaire, certainement aux dépens de la charge de travail. Voilà un peu, aujourd'hui, au travers de ce baromètre, à la fois les espoirs et les craintes qu'expriment les travailleurs sociaux, les professionnels qui se sont exprimés, mais aussi, évidemment, les cadres et les directeurs qui se sont exprimés également, comme on l'a vu. Là-dessus, bien écoutez, il serait intéressant de réagir. Donc je vais peut-être on pourra revenir au document si nécessaire. Voilà. On va regarder du côté du chat si nous avons des questions. Il y a une question qu'on n'a pas traitée tout à l'heure et ce serait intéressant peut-être de la poser, puisque ça fait le lien avec la question de la formation qui a été posée de diverses manières au travers des réponses à ce baromètre. C'est la question du socle de compétences. C'est Alice qui nous pose cette question. Alice nous dit dans le chat quel socle de compétences numériques envisager pour les travailleurs sociaux de demain, notamment dans le cadre de la réforme des diplômes du travail social. C'est une question
très spécifiques à notre secteur, et plus largement, comment acculturer l'ensemble des professionnels, quelle que soit leur place dans l'organigramme. On peut peut-être à la fois répondre à cette question et puis réagir aux éléments Par rapport à cette question, juste une remarque avant de vous laisser la parole. De fait, elle fait référence à la dernière réforme, donc c'est la réforme de 5 grands diplômes en travail social qui est entrée en vigueur progressivement ces dernières années et qui a introduit dans le référentiel de compétences une maîtrise du numérique qui faisait défaut précédemment et qui était vraiment une demande très importante à la fois des étudiants, des futurs étudiants, des formateurs et des professionnels de terrain. Une maîtrise numérique qui se situe autant au niveau de la bureautique que justement des enjeux beaucoup plus larges, éthiques, de secret professionnel. Donc ça fait partie vraiment des questions fondamentales sur lesquelles le secteur avance, mais peut-être pas assez vite ou sans avoir forcément lui-même les moyens ou sans connaître les lieux ressources. Et précisons, pardon Anne, mais il va falloir réagir vite à cette question et à ces slides, puisque nous avons 5 minutes pour recueillir vos interventions choc, et ensuite nous pourrons conclure ensemble. La parole est à vous. Alors, sur les compétences qui seraient nécessaires, par exemple, sur les compétences qui seraient absolument nécessaires de doter les travailleurs sociaux pour justement avoir une maîtrise des outils et savoir se positionner par rapport aux outils. On va publier dans les semaines à venir justement un rapport sur la formation des aidants numériques où on a essayé de décomposer en blocs de compétences ce qui serait nécessaire pour chaque typologie et métier d'aidants numériques, les travailleurs sociaux, les maîtres d'aidants numériques. Donc, je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans le détail, mais il y a des blocs de compétences un peu socles sur les données personnelles, sur la compréhension des grands sites administratifs, du fonctionnement du numérique, de l'administration, etc., qui sont pas vraiment liés au numérique. Et il y a aussi tout ce qui relève de la culture numérique, démystifier le numérique, comprendre le numérique pour pouvoir aussi l'expliquer et prévenir aussi certaines postures. On va arriver avec des questions sur Facebook, on va arriver avec des questions sur les réseaux sociaux, pouvoir prévenir, conseiller. On a besoin de culture numérique pour pouvoir aussi agir, et donc c'est vraiment une formation aux enjeux du numérique en tant que tel qui est nécessaire. Ce qui me permet de faire rapidement le lien avec une autre question du chat que j'ai perdu entre temps, mais sur les conseils à donner aux travailleurs sociaux pour réussir l'accompagnement. Je mets dans le chat un lien où on avait préparé aussi, nous, un kit d'accueil et d'accompagnement des publics que l'on reçoit avec tout un tas de ressources pour les travailleurs sociaux en fonction de la typologie de la personne qu'on accompagne pour à la fois comprendre quelles peuvent être les difficultés numériques et quelle peut être la posture à adopter pour leur donner envie de se former au numérique et de mieux comprendre les technologies. Donc, et avoir un peu un parcours en termes d'accueil là-dessus. Donc ça, je vous ai remis le lien dans le chat. Et pour répondre aussi à un des points qui était sur la demande d'outillage, de diagnostic pour aller vers l'autonomie, qui est dans la slide du baromètre que vous avez présenté, on va lancer un service qui s'appelle ABCPIC, qui est un outil de diagnostic un test de positionnement de l'autonomie numérique de l'usager pour permettre en quelques questions de diagnostiquer si une personne est éloignée ou pas du numérique, quelles sont ses difficultés sur le référentiel PIX, qui est un outil d'évaluation des compétences numériques qui est utilisé que ce soit par l'enseignement supérieur, par l'enseignement secondaire, par Pôle emploi, sur le référentiel de compétences numériques. Donc nous, on a travaillé à l'adapter, parce que la barre était beaucoup trop haute pour les personnes éloignées du numérique, mais pour quand même avoir des données de clés de lecture et des clés de compréhension de ce test pour un aidant numérique, pour pouvoir bien orienter vers la personne, vers le bon accompagnement nécessaire. Et là, on va généraliser l'outil gratuitement à partir de mars. Et Dominique Pont, sur cette question des compétences et de la maîtrise des outils numériques. Nous, de notre côté, on essaie de mettre en place, en partenariat avec justement la plateforme Pix, voilà, des
des solutions d'accompagnement. Dans le secteur de la santé, plus particulièrement, au-delà de la maîtrise des outils numériques, il doit y avoir une compréhension des enjeux métiers qui vont derrière. Il ne suffit pas de savoir cliquer dans un outil de téléconsultation pour comprendre tous les enjeux qu'il peut y avoir dans la prise en charge, par exemple. Donc pour moi, chaque fois, il faut essayer du mieux qu'on peut d'avoir des accompagnants numériques qui à la fois maîtrisent les outils techniques, mais surtout l'usage qui en fait derrière, pour être capable de ne pas induire en erreur et faire le contraire de ce qu'on veut faire. Ça arrive souvent, ça d'ailleurs. Eh ben, c'est un point qui va parler à Jacques-François Marchandy. Je vous laisse la parole vraiment 1 minute. Oui, en peu de mots, moi, le sujet qui me paraît important, enfin d'abord il y a des chiffres de votre enquête qui sont surprenants et plutôt rassurants, on va dire. On parle beaucoup d'un désarroi, d'une détresse des travailleurs sociaux face au numérique, et là on entend un autre son de cloche, ce qui ne veut pas dire pour autant que quand il y a désarroi, il ne soit donc c'est toujours pareil avec les chiffres, c'est-à-dire que le chiffre plus petit que l'autre, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Ce que je note en tout cas, c'est que une partie de la problématique des travailleurs sociaux ressemble à celle des publics. Eux aussi sont confrontés à des situations incapacitantes, eux aussi sont confrontés à des difficultés d'usage, et parfois même ils sont confrontés à l'accompagnement de publics qui, entre guillemets, en savent plus qu'eux. Ce qui, pour le coup, les met entre le marteau et l'enclume. C'est souvent une vraie difficulté, c'est une raison assez forte pour ça. Et puis, dernier point, je pense qu'on entend en creux un paradigme, un schéma qu'on retrouve tout le temps avec les technologies, avec le numérique, c'est est-ce que le numérique va nous remplacer ? Est-ce qu'à un moment donné, le numérique va se substituer à l'humain? Est-ce qu'à cause du numérique, on est en train de fermer des guichets? La réponse a été oui dans les annonces depuis 2016. En effet, la signal d'alarme de la dématérialisation, il date du moment où on a compris qu'un ensemble de démarches devrait être faites en ligne. J'ai l'impression que depuis quelque temps, le vent va souffle plutôt dans l'autre sens, mais c'est pas gagné. C'est-à-dire qu'au fond, une chose est de pouvoir dématérialiser, une autre chose est la dématérialisation obligatoire. Et donc voilà, je pense qu'il faut entendre ça. C'est un épisode de plus de nos relations à la technique. Nous ne voulons pas d'une technique qui nous remplace, nous voulons d'une technique qui nous aide. Très bien. Eh bien, écoutez, merci pour ces propos conclusifs. Nous touchons au terme de ce webinaire. Alors, il me reste juste, moi, à vous remercier encore, à remercier nos 3 intervenants, donc Dominique Pont, Jacques-François Marchandise et Pierre-Louis Rolle. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et puis, évidemment, tous les participants à ce webinaire derrière vos écrans. Webinaire qui sera disponible en replay dès demain, qui viendra rejoindre les 3 premiers. Et en plus, si vous voulez poursuivre les échanges, je vous signale la création d'un groupe LinkedIn qui s'appelle le numérique en travail social, parlons-en. C'est un groupe totalement ouvert sur lequel n'importe qui concerné par la question du numérique en travail social peut aller s'inscrire et participer à des échanges, se passer des tuyaux, des bons plans, des bons conseils, interpeller pourquoi pas aussi les pouvoirs publics, le cas échéant. Ils sont tous sur LinkedIn. Vous pouvez les joindre très facilement. Ce sera mon petit tuyau pour la journée. Et puis, n'hésitez pas non plus à aller consulter les articles qui sont publiés sur le média social et sur le média social emploi. Sur le média social, vous retrouverez notamment tous les articles sur le numérique dans un dossier que vous trouverez en haut de la page. Voilà, merci beaucoup. Clément, pour le mot de la fin. À mon tour de remercier nos 3 intervenants, Monsieur Marchandise, Monsieur Rolle, Monsieur Pont, merci pour ces interventions de haute qualité qui nous ont éclairés aujourd'hui et qui, j'espère, ont aidé à faire réfléchir, nous ont permis de trouver des points de repère sur ces sujets complexes, compliqués. Je voudrais remercier Anne, bien sûr, pour ce plaisir que nous avons partagé de co-animer ce dernier temps du webinaire. Ça a été une très très bonne surprise que votre présence très nombreuse, je m'adresse ici à toutes les personnes connectées aujourd'hui, mais aussi les autres fois à ce cycle de webinaires,
excellente surprise à la fois pour le média social, pour nous, l'IRTS, que de voir que voilà, ce sujet-là, lorsqu'on proposait une réflexion et des interventions d'une qualité tout à fait intéressante, et bien ça, vous étiez nombreux à vous connecter, à souhaiter suivre ces échanges et à échanger d'ailleurs vous-même sur les rouleaux de chat. Donc, eh bien, le dernier message, c'est que nous allons certainement poursuivre ces réflexions et ces investigations, pour reprendre un mot qui a été employé tout à l'heure, au travers certainement d'autres dimensions, des pratiques du travail social, des pratiques de la formation en travail social, sur des sujets qui vont certainement toucher le numérique encore, et nous espérons pouvoir continuer à explorer ces thématiques avec vous. Donc, actualité à suivre sur ce canal, certainement pour de prochains rendez-vous, où on pourra parler donc de l'évolution de ce qui touche à notre secteur. Donc, merci encore une fois à tous, et puis merci à toute l'équipe qui a aidé et qui a participé à la bonne tenue de ce cycle de webinaire. Merci à tous. Merci à tous. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonne Bonsoir. soirée.